j'étais tellement dans un environnement un peu plus campagne Ouais. que je me voyais pas aller, je vais pas dire aussi loin, mais d'en vivre en tout cas à un moment donné. Cette première année en pro, du coup, c'est une année qui est pas facile, parce que forcément, tu vas jouer des mecs Ouais, plus que pas très facile, forts. hein. Peut-être que je suis le premier vétéran français à participer à une compète sur le circuit WTT. Tu as été champion de France dès ta première année de ping. Ouais. Et puis en fait, avec Clémy, franchement, on était en train de manger 2-3 sushis, bouche pleine, en train de parler de ping et d'autres. Et là, il me dit, bah tiens, ça t'intéresserait de venir essayer de commenter sur une compète? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces vidéos à ce moment-là? Là, je dois répondre? Non. Bonjour, je m'appelle Thomas Guignat et je vais vous raconter mon histoire. Top. Bah, merci Thomas. On est hyper content de t'accueillir chez Talking Ping. Également. On t'a beaucoup vu cette année, notamment de par ton rôle sur RMC et via tes vidéos aussi sur YouTube. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as un parcours beaucoup plus riche que ça au final et assez atypique. On s'est eu au téléphone pendant un moment pour préparer cette vidéo. Sur Talking Ping, l'idée c'est de mettre en avant des acteurs du ping français. Et c'est pour ça qu'on voulait prendre le temps avec toi d'échanger. Avant de commencer, je voudrais simplement savoir comment toi ça va en ce début d'année. Ouais, bah ça va très bien. Bonne année d'ailleurs à Merci, Talking à toi Ping aussi. et à toi, hein, Jordan. Bah ça va très bien. Un début d'année, c'est aussi le côté où on a envie de repartir au taquet dans les starting blocks. Donc tout va très bien. Physiquement, ça va. J'ai pris du temps avec ma famille aussi. Donc regonflé à bloc, mais évidemment beaucoup de belles choses à venir. Donc très impatient de commencer 2026. Ok, il y a déjà eu des belles annonces en début d'année. Peut-être qu'on en reparlera Avec plaisir. juste après. Ouais. Pour commencer, j'aimerais bien revenir sur ton parcours. Donc toi, tu as commencé le ping en 1996, donc à l'âge de 12 ans. Ouais. C'est relativement tard pour un joueur qui a eu en tout cas ton niveau. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, dans quel contexte tu as commencé à jouer toi? Ouais, alors j'ai commencé donc, en 1996 à Vulaines-sur-Seine à côté de Fontainebleau. Je suis venu au tennis de table parce qu'à la récréation au collège à l'époque, on avait des tables à disposition. Donc on a fait les fameuses tournantes qu'on connaît tous, peut-être un peu moins maintenant, mais voilà, je me suis pris vraiment au goût de ce sport. Et en fait, un ami de l'époque m'avait dit, bah tiens, est-ce que ça te dirait qu'on allait s'inscrire en club? Alors moi j'étais à Fontainebleau, Vulaines c'est à 5-10 minutes. J'avais dit, bah carrément, franchement, j'adore ça. Je faisais du foot à ce moment-là, mais j'accrochais un peu moins. Donc on s'est mis à faire du tennis de table, à s'inscrire tous les deux. Alors lui, il a tenu 5 mois et moi, par contre, j'y suis encore. Donc j'ai adoré, mais c'est venu d'une fameuse tournante pendant la récré, quoi. Ok. Et est-ce que directement tu t'es pris au jeu et tu as progressé très rapidement? Est-ce que tu avais un entraîneur? Est-ce que tu t'entraînais souvent à cette époque-là? Alors justement, c'est assez particulier parce que je jouais beaucoup à ce moment-là. Alors beaucoup, c'était 2 fois par semaine, hein. Qui dit petit club dit pas beaucoup de créneaux. Okay. Et donc du coup, j'ai joué quand je pouvais. Et on avait à l'époque Tatiana Kolar-Ivanova qui était là, qui est restée 2 ans au sein du club, qui nous faisait un petit entraînement dirigé, mais très bref. Donc du coup, je passais beaucoup de temps à faire des matchs et à jouer, hein, vraiment la culture du jeu. Mais je peux pas considérer que j'ai eu énormément d'entraînements dirigés. Ce qu'on ne sait pas, c'est que tu as été champion de France dès ta première année de ping. Ouais. Alors, Tu peux nous expliquer? ouais, alors j'ai commencé en UFOLEP. Alors ça Ouais. va peut-être parler pour certains et pas pour d'autres. En fait, c'est une fédération un petit peu différente que la FFTT. Ça a une image un peu loisir. C'est un peu comme l'UCEP ou l'UNSS quand on en fait à l'école. Donc j'ai fait de l'UFOLEP de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans. Et la première année où j'ai participé à cette compétition, j'ai participé au championnat de France UFOLEP, j'ai été champion de France en double. Donc évidemment que la victoire et le fait de gagner, bah, ça te porte un peu plus, hein. Tu commences, tu gagnes, ça te évidemment donne un peu de galon et tu as envie d'aller le plus loin possible. Donc c'est vrai que cette émotion de victoire m'a fait tout de suite accrocher encore plus. Tu es resté du coup 4 ans dans ton premier club. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé? C'est que Alors il y a eu des problèmes internes. Alors je ne peux pas revenir dessus parce que ça a pris des proportions assez grandes. Mais du coup, le club a stoppé un peu son activité. Donc du coup, je suis parti à Marolles-sur-Seine, à une demi-heure. Donc pareil, club UFOLEP, que je connaissais déjà un petit peu les joueurs et les dirigeants. Tu voulais pas jouer en FFTT? Enfin, tu savais qu'il y avait Mais la je FFTT? connaissais pas trop en fait. Le truc, c'est que qui dit pas trop d'entraîneurs, dit pas forcément driver pour aller vers les compétitions qu'il fallait, donner peut-être la richesse des informations pour me dire tiens, fais de la fédé, ça se passe comme ça, comme ça. Je connaissais pas du tout, eux non plus. Donc du coup, en fait, ce qui m'a fait découvrir la FFTT, c'est qu'en grandissant, passionné que j'étais et que je suis encore, a fait que je me suis dit, bah tiens, la FFTT existe et apparemment, on peut plus vite progresser, prendre plus de points plus vite. Parce que le système de classement qu'on connaît, l'appli, les points, ça m'a tout de suite permis de me dire, ouais, faut que j'aille en faire pour voir vraiment où j'en suis, quoi. Ok. Il y a un événement qui a participé à ta progression aussi,
c'est qu'à 17 ans, 17 ou 18 ans, tu as eu enfin, 18 ans, tu as eu ton permis. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors l'autonomie, la fameuse indépendance, là je dépendais toujours de quelqu'un pour m'emmener à l'entraînement, pour m'amener en compétition. C'est Laurent Venet, un gars que j'ai rencontré à l'époque à Vulaine, qu'on avait 5-6 ans d'écart, donc qui m'emmenait un peu partout et je le remercie parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai progressé. Et le permis m'a permis aussi justement d'aller en tournoi, d'aller m'entraîner un petit peu à droite à gauche et en fait ça a été un réel envol et ça m'a permis sur un plan quantitatif de décupler un petit peu le nombre de séances, quoi. À partir de ce moment-là où tu as le permis et que tu peux un peu aller t'entraîner à droite, à gauche, tu vas également faire des tournois un peu partout, j'imagine. C'est à ce moment-là que tu as commencé à exploser au niveau de ton ping Ouais, alors une fois de plus, j'ai toujours eu la culture du jeu. Je peux pas considérer que je m'entraînais beaucoup, mais je jouais beaucoup. Donc on allait beaucoup dans les salles faire des matchs et compagnie. À rajouter ça, les compétitions officielles, on va dire ça comme ça. Mais ouais, à mes 18 ans, j'avais 1520, 1530 points. Donc on pourrait dire, ouais, c'est pas dingue. Quand on sait un peu le parcours de beaucoup des jeunes, on se dit, ouais, 15 à 18 ans, c'est quand même pas un parcours incroyable. Et en fait, la première année où j'ai eu le permis, justement, que j'ai fait des tournois à droite à gauche, je suis passé de 50, 60 matchs à plus de 200. Et en fait, là, j'ai fait 15-18 la première année. Ça m'a vraiment fait exploser. Et est-ce que tu as eu des passages où c'était peut-être un peu plus compliqué? Tu sais, on a tous des blocages à un certain classement. Est-ce que toi, tu as vécu ou tu as eu une progression assez linéaire? Alors, en fait, du coup, on pourrait dire que j'ai pris des points vite quand j'ai commencé la Fédé. Le système de comptage, je l'ai voulu aussi. Hein, on prenait plus de points plus vite. Les indifs, enfin 25. Donc, ça a été vraiment extrêmement vite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais battu quelques petits numéros. Le fameux cap, des fois, c'est se dire, tiens, il faut que je batte un numéro ou deux pour commencer à plus avoir ce blocage psychologique. Moi, le blocage, je l'ai eu quand il s'agissait que je puisse passer numéroté. Donc, c'est-à-dire que numéroté, à l'époque, il fallait 2070 points. Je crois que maintenant, il faut 2020, 2030 pour être numéro 900. Et en fait, je suis passé 900, je suis redescendu 20, je suis resté 20. J'arrivais plus trop. Donc, j'ai eu vraiment un blocage psychologique du classé du numéro, quoi. J'ai vraiment du mal. T'as quel âge à ce moment-là quand tu as à peu près 20 petits numéros? Je dois être aux alentours de 23, 24 ans, à peu près. Aux alentours, entre 22 et 24 ans par là. Ok, donc tu es allé quand même relativement vite. Ouais, mais honnêtement, je pense que le système de comptage et le fait d'avoir découvert l'univers de la Fédé, quand je dis de la Fédé, c'est le par équipe, les indives, les tournois, ça m'a énormément. Il y avait plus de compètes en fait. L'UFOLEP, tu n'as pas beaucoup de compétitions. Là, la Fédé, alors maintenant, on n'en parle même plus, il y a des tournois toutes les semaines, mais le nombre de compétitions proposées m'a permis de matcher un petit peu plus et du coup de progresser un petit peu plus. Ok. Pour revenir sur ton parcours, donc en parallèle, donc toi tu travailles, tu as fait un BTS commerce-gestion. J'ai eu un bac STT et j'ai suivi sur un BTS de commerce et gestion. J'étais en alternance dans une boîte à l'époque. Ok, et justement, dans ce que tu m'expliquais en off, donc à 23 ans, tu as bénéficié d'un licenciement économique, donc ce qui va donner un tournant à ta carrière et à ta vie. C'est vrai, ouais, carrément. Tu peux nous expliquer un peu cette période? Ouais, alors en fait, j'ai fait un BTS en alternance, donc j'étais 15 jours en entreprise et 15 jours à l'école. Une boîte qui était spécialisée dans l'informatique, électroménager, téléphonie, etc. Quand j'ai fini mon alternance, ça s'est bien passé, ils m'ont proposé un CDI. Donc moi, je voulais pas forcément pousser mes études. J'ai dit, ouais, carrément, gagner sa vie, même si je gagnais pas super bien ma vie, ça me permettait d'avoir un revenu. Et en fait, ça m'a dit, ouais, je veux signer. Donc j'ai pris ce contrat. Et en fait, la boîte, donc c'était une grosse boîte, qui a été rachetée par Boulanger à ce moment-là. Licenciement économique, la boîte ferme. Ça doit être aux alentours des années 2007-2008 à peu près. C'est ça que je t'avais dit ou pas? Ouais, j'avais noté Planète Saturne, c'est ça? Voilà, Planète Saturne. Et donc du coup, licenciement économique, donc deux possibilités. Soit tu te dis, je me bats, avocat, machin, et j'essaye d'aller gagner de l'argent. Ou sinon, tu signes, tu prends un chèque. Et tu prends ton chèque, ça te suffit, ça te paraît plutôt convenable, et puis tu essaies de mener ta barque après. Moi, j'ai fait ce choix-là. Donc, j'ai pris mon petit chèque, qui n'était pas. Il y avait 4 chiffres, il y avait, je sais pas, 6-7 000 euros à l'époque. Quand tu as 23 ans, ça fait voilà. toujours. Donc, je prenais 6-7 000 euros comme ça, et j'avais le droit à 2 années de chômage, où je pouvais garder mon appart, etc. Je me dis, bon, Tom, on va prendre cette option. J'ai profité 2-3 mois. C'est-à-dire que je profitais un petit peu, j'avais mon revenu, j'ai commencé à aller jouer au ping-pong encore plus, voilà, j'ai une façon de profiter. Et puis là, je me suis dit, Tom, tu es passionné, pourquoi pas passer ton brevet d'État? Brevet d'État, maintenant c'est le BPGEPS, le DGEPS ou le DES. Et donc du coup, je me dis, je passe mon brevet d'État qui coûtait peut-être
3 000 à 4 000 € à l'époque. Ok. Et vu que j'étais au chômage, il y a eu une prise en charge du diplôme. Donc en fait, au final, il y a eu la prise en charge du diplôme, j'ai pu passer mon brevet d'État. Et ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vis du tennis de table avec un petit peu ce concours de circonstances, quoi. Ok. Et est-ce qu'en commençant le ping-pong, tu avais déjà un peu cette idée en tête, en tout cas quand tu… Pas du tout. Non, Franchement, pas pas du tout, parce que je pense que j'étais pas forcément dans les rouages du tennis de table. J'étais vraiment entre guillemets, dans le loisir de la pratique, loisir mêlé à la compète. Mais en fait, je m'éclatais à jouer au ping-pong, mais je me suis pas dit, ouais, je vais être champion du monde, ouais, je vais être entraîneur. J'étais tellement dans un environnement un peu plus campagne Ok, ouais. que je me voyais pas aller, je vais pas dire aussi loin, mais d'en vivre en tout cas à un moment donné. Donc le déclic, c'est vraiment le licenciement Ouais. économique. Ouais. Donc tu passes le DGEPS. Est-ce que ça a changé ta manière peut-être de t'entraîner, le fait que tu Alors, passes le DGEPS? Ouais, j'ai beaucoup appris sur le plan personnel dans mon tennis de table. Et en fait, j'ai l'impression que beaucoup qui passent le DGEPS maintenant, ils en apprennent un peu plus sur leur façon de voir, leur façon d'enseigner, évidemment, parce qu'on apprend à transmettre et à enseigner. Mais je pense qu'en tant que joueur, tu apprends. Parce que tu prends conscience de plein de choses. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé en tant que pongiste, en tant qu'homme aussi, parce que c'est des responsabilités, il faut gérer des publics, des jeunes, des adultes. Voilà, donc ça m'a vachement aidé en tant qu'homme et en tant que pongiste. Donc il y a eu un petit déclic quand même dès l'instant où j'ai pu vivre de ma passion et d'en faire mon métier, quoi. Et donc au DGEPS, tu termines 3e de la promotion. Avant, c'était au niveau national Ouais, bah en fait, il y avait un examen final. En Ok. fait, au début, tu passais tous les steps. Arbitre régional, entraîneur d'accord. départemental, régional, fédéral. On passait le tronc commun à l'époque. Ok. Et en fait, si tu arrivais à aller au bout de tous ces examens-là, tu pouvais passer le SP tennis de table. Il y avait une moitié et moitié. Donc à partir de janvier-février, SP tennis de table avec un examen final qu'on passait à Voiron à l'époque, dans le sud de la France, près de Grenoble. Et là, l'examen final, tu tirais ton sujet, tu savais pas sur qui tu tombais. Ok. Voilà, un petit peu comme maintenant, je sais pas vraiment encore comment ça se passe. Et donc là, examen final, et ouais, 3e de la promotion nationale. Et Ah. Ludovic Jomotte, que vous connaissez peut-être, Ouais, bien qui sûr. avait fini premier de cette promotion de 2009, quoi. Ok, il y avait une grosse promo, non? Vous étiez pas mal Ah, c'était d'entraîneurs bien, on qui, était pas mal, hein. Alors après, c'est des noms que moi je connais, maintenant on a vieilli, mais il y avait Germain-Pierre Mathieu, Marion Boudjema, Ok, Richard d'accord. Dekowski, Stéphane Perovic. Ouais. Enfin, il y avait vraiment Caroline Gaillard. Enfin bref, on avait une belle formation menée par David Johnston à l'époque. Et avec beaucoup d'intervenants qu'on connaît aussi, hein, Christian Vulgaire, Vincent Prével. Bon bref, on s'est régalé. Franchement, c'était une année vraiment énorme. Je voulais savoir du coup, tu me disais juste avant l'interview, on pouvait parler de tout, donc Ouais. même d'un point de vue financier, parce qu'il y a beaucoup de pongistes qui pensent, en tout cas à un moment donné, à pourquoi pas entraîner dans un club. Est-ce que d'un point de vue financier, c'est viable d'être entraîneur? Alors, le truc, c'est qu'en fait, presque malheureusement, tu es un petit peu lié à ton niveau, je trouve. Alors qu'en fait, on a toujours l'étiquette de un gars fort au tennis de table en tant que joueur, il est fort entraîneur. D'accord. Alors qu'en fait, pas forcément, on peut en citer des joueurs Ouais. pas forcément exceptionnels, qui ont une carrière incroyable en tant que joueur et qui sont des entraîneurs exceptionnels. Et en fait, donc moi, j'avais une crédibilité déjà un petit peu aboutie grâce à mon niveau de joueur. Ouais. Je ne vais pas dire que j'ai été bon joueur ou bon entraîneur. Après, les gens se feront auront leur propre avis. Maintenant, je pense que ça dépend dans la structure dans laquelle tu es. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est dur de gagner sa vie, là où je suis maintenant, dans Lyon, donc dans le 89. À l'époque, en Seine-et-Marne, je gagnais mieux ma vie. J'en faisais pas forcément plus, mais il y avait des moyens qui étaient quand même différents. Je pense qu'un entraîneur qui débute, moi quand j'ai débuté en tant que joueur aussi, donc j'étais bon 400 au moment où j'ai eu mon diplôme, je devais gagner entre 1700 et 1900 € à peu près. Ok. Voilà, grosso modo. Là maintenant, en étant toujours 400, donc j'étais un peu mieux, mais j'ai régressé évidemment. Là maintenant, je gagne entre 1600 et 1700 € par mois, en gros. Voilà. D'accord. Voilà. Après, est-ce que 1600, on vit bien sa vie ou pas? Oui, ça dépend où Chacun tu mets le après curseur, se hein. fixe, hein, quelles sont les dépenses, est-ce que tu as une vie de famille ou pas. Mais là, c'est plus difficile. Mais parce que je suis aussi dans une zone où c'est un peu plus difficile aussi en termes de structure. Ouais. Et il y a peut-être que tu donnes des cours particuliers ou pas? Alors ça peut m'arriver, il y a de la demande et je pense que ça se développe beaucoup d'ailleurs maintenant. Je connais parce que ça, pour le coup, il y a 10-15 ans, il n'y avait quasiment pas de cours particuliers. Non, ça se faisait pas beaucoup et je pense que maintenant ça s'est vachement développé. Même les joueurs eux-mêmes, sans forcément parler d'entraîneurs, donnent des cours parce qu'en fait les joueurs ils regardent des vidéos, ils ont envie absolument de jouer avec lui. Et quand je dis cours particulier, tu peux avoir des joueurs qui s'entraînent et tu peux avoir un joueur qui dit bonjour, je prends un cours particulier, je veux faire des sets. Parce qu'il y a une fierté de pouvoir jouer avec peut-être tel joueur ou autre.
ça dépend. Mais ça s'est vachement développé, ouais, je trouve. Hein. Je trouve. Ok, pour reprendre sur ton parcours, donc tu passes le DGEPS en 2008. À ce moment-là, tu es à Pont-Thierry, c'est ça? Ouais. Et tu joues en R1. Ouais. Donc tu es 400, tu le disais. Ouais. À ce moment-là, donc vous montez en national. Tu n'as jamais joué en national de ta vie, donc tu étais quand même 400. Et tu fais le choix de partir à Ponto Combo en N1. Ouais. Comment ça s'est fait Alors en fait, moi je serais bien resté à Pont-Thierry parce que en fait c'était l'année où j'ai passé donc mon brevet d'état et en fait quand je voyais que ça se goupillait bien, tu vois, vers mars-avril, je sentais que j'avais vraiment des capacités, j'avais confiance en moi, donc je savais que j'allais l'avoir, je le voulais. Donc quand tu veux quelque chose, tu t'arraches. Et en fait j'avais commencé un peu à sonder, à dire voilà, est-ce que vous auriez éventuellement un poste d'entraîneur-joueur si j'étais amené à avoir mon diplôme? Et c'était pas possible pour eux de me faire ce contrat parce qu'il y avait déjà des personnes en place. Et vu qu'ils sont très bien organisés, ils ont dit non, on va pas, voilà, on ne peut pas. Donc j'ai dû partir, mais à ce moment-là, le club montait en N3. On était en PN, on faisait PN-N3, et c'est à ce moment-là que je suis parti, parce que j'avais pas vraiment le choix, je voulais vivre de ma passion. Donc j'ai pris la décision de partir à ce moment-là. Ça jouait si bien que ça en régional pour pouvoir monter 400 à ce moment-là? C'est kiff-kiff que maintenant, je pense que. Alors, c'était les anciens classements, on a l'impression que je suis un fossile quand je parle du ping-pong. Mais à l'époque, tu sais, on était 25, 30, ce qui veut dire aujourd'hui 17, 18. Donc, du coup, en R1, il y avait quand même pas mal de joueurs 30-25, donc 17, 18, donc ce qui est à peu près kiff-kiff. Et en PN, ça commençait à être. Il y avait quand même pas mal de joueurs numéros, mais en fait, il y avait les indifs qui me permettaient de progresser et les tournois. En fait, c'est toujours pareil, c'est la volonté. Si tu ne te focalises que sur le par équipe quand tu veux progresser, c'est pas suffisant pour avoir un volume de match. Si tu veux faire 200 matchs par an, c'est les indifs et c'est les tournois. Donc moi, j'étais un peu le baroudeur. Hein. Je sais même pas combien j'en ai fait, mais à l'époque, on avait même on imprimait le GPS, on n'avait pas trop de GPS. J'imprimais la feuille de Via Michelin pour aller chercher, aller dans le 13e, faire le tournoi de l'Al Carpentier à l'époque. C'était vraiment à l'ancienne. Mais voilà, ça charbonnait, on avait vraiment envie de jouer. C'était exceptionnel cette époque. C'est une autre époque. Ouais, carrément. Et du coup, pourquoi tu as choisi Ponto Combo? Tu t'entraînes déjà avec des mecs là-bas? Voilà, en fait, au fur et à mesure, étant un peu meilleur quand même, c'est vrai que c'est un peu bête, mais ton classement t'ouvre des portes aussi parfois. Et en fait, j'avais déjà rencontré certains joueurs sur les indifs, des joueurs comme Kevin Sorbier, Laurent Xayassan, pour ne citer qu'eux, parce que c'est avec eux que j'ai passé énormément de temps. Et donc, du coup, on s'entraînait un petit peu en journée, parce que qui dit métier d'entraîneur, si tu t'entraînes le soir, la journée, qu'est-ce que tu fais? La journée, tu peux aller t'entraîner au ping-pong s'il y a des joueurs qui ont un peu le même rythme de vie que toi. Et Kevin, lui, était étudiant, il avait un peu de temps en journée, Lolo Xayassan à l'époque aussi. Et donc, du coup, je m'entraînais avec eux, donc on s'était quand même créé des liens assez forts. Et donc, en fait, le président de l'époque, qui est encore président maintenant, Didier Keane, le président de Ponto, m'a dit « Si tu veux, franchement, tu as probablement le niveau, on peut t'offrir une place en N1. » Et là, je me dis « Waouh, N1 !» Alors, équipe de 6, hein. À l'époque. Oui, donc là, pareil, la A et la B. Voilà, exactement. Donc les 3 premiers joueurs jouaient contre les 3 premiers joueurs. On disait les 2 plus forts en A et le plus faible en B. C'était obligatoire. Maintenant, c'est un peu loterie, tirage au sort, on les met à droite, à gauche, les positions. Mais donc, on m'avait proposé une place pour les jouer en N1, quoi. Et là, je me dis, waouh, enfin, énorme. Incroyable. Incroyable. Vous allez monter en Pro B. C'était le projet de base? Alors le projet, en fait, alors pas tout de suite parce qu'on avait une belle équipe de N1, on était réputé, le club de Ponto, je dis on était, alors je parle de mon époque parce que maintenant Ponto a toujours sa notoriété, mais à l'époque on était une équipe très homogène, c'est-à-dire qu'on avait toujours le plus faible, je devais être un des moins forts, le 5 ou 6, j'approchais les 240, 250 et j'étais le 5 ou 6 de l'équipe, donc on avait une équipe très homogène. Et en fait, il y a eu l'arrivée de Cédric Miro, à l'époque, qui en fait on s'est dit là, on a vraiment une équipe pour faire quelque chose. Parce que Cédric, il était encore top 100, il devait être 60 ou 70 à ce moment-là. Et en fait, on avait vraiment une équipe pour faire premier de la poule et disputer les fameux playoffs, qui existent encore d'ailleurs, pour accéder éventuellement à la Pro B, quoi. Donc le projet tout de suite, non. Mais par contre, quand Cédric il est arrivé et que Kevin à l'époque, il devait avoir, je sais pas, entre 23 et 25, Laurent Xayassan, pareil. Et c'est des mecs, ils étaient entre 130 et 160. Tu dis, bon, là, est-ce que ça peut valoir le coup de, pourquoi pas, créer ce projet de monter en Pro B, quoi. Mais il fallait quand même réussir à finir premier de N1. Au play-off, il fallait quand même finir dans les 2. Donc, c'était quand même pas joué d'avance. Mais ça a été réalisé, quoi, incroyable. Et donc vous faites les playoffs, vous gagnez sur Nantes, c'est ça? On gagne sur Nantes, où à l'époque, il y avait Julien Pietropoli, Gilles Delabourdonnais, Romain Ruiz, qui était encore junior à l'époque, Agbé Toglo, enfin, ils avaient une équipe vraiment, vraiment solide. Et Juan
Rouen qui est en pro encore maintenant. Hein. Ouais, ok. Et pareil, il y avait pas mal de joueurs chinois à l'époque à Rouen. Il y avait 2 défenseurs chinois, il y avait Fan Yanfeng. Pareil, le coach actuel avec Jérôme Bayot. Donc voilà, on avait battu Nantes. Donc d'entrée, on savait qu'on était pris parce que Nantes avait perdu Rouen juste avant, donc on savait que c'était fait. Donc je ne vais pas dire que Rouen, c'était un peu le match, voilà, mais on a fait tourner. Ça ne veut pas dire que, voilà, même sans faire tourner, on aurait probablement perdu. Mais on bat Nantes, on finit deuxième des playoffs et nous voilà en Pro B, quoi. Il y a une anecdote assez marrante par rapport à votre première année en pro, enfin votre seule année en pro. Il fallait que tous les joueurs soient classés au minimum 200 ou 250. Ouais, en fait, il fallait qu'au moins si on voulait un 4e joueur au-delà, entre 200 et 250, il fallait qu'on en ait 3 en dessous les 200. Okay. Et en fait, à ce moment-là, Kevin Sorbier, ça rentrait dans les clous puisqu'il était 130, 140. Lolo Xayassan devait être 170 ou 100, ouais, dans ces eaux-là, pareil. Parce que l'idée, c'était que l'équipe de 6, on garde Kevin, Lolo, éventuellement un autre joueur et moi. Donc déjà, on nous a fait confiance parce que mine de rien, tu avais des joueurs qui avaient participé à cette montée. On leur a dit, alors soit des joueurs qui ne voulaient pas jouer en pro, ou soit d'autres, on s'est dit, bon, bah ok, on respecte votre choix. Et donc en fait, on était sur Mathieu de Saint-Hilaire à l'époque, qu'on connaît bien. Alors je vais dire maintenant le 2e plus grand défenseur de France, parce que maintenant c'est Rémi Bételu qui a pris les rênes, alors qu'il a régné sur la défense pendant des années, même s'il reste encore extrêmement fort. Et Mathieu, je crois qu'il était 200, 250, 260 à ce moment-là, il était toujours à Antony, son club formateur. Et en fait, moi j'étais 210, 215, et en fait, c'était, en gros, ça veut dire c'était soit lui, soit moi en pro si on restait sur cette zone de classement-là, quoi. Donc là, on s'est dit, bon, il faut aller chercher les puntos. On devait être mois de juin, quoi. Ouais, donc il reste quoi, quelques tournois. Ouais, ouais. Donc là, on se dit, bon, bah allez, il faut aller se trouver un tournoi. On part à 3, 4, 5 mecs qu'on se connaît. Et puis on essaie de faire un peu le chemin à Thomas pour éventuellement qu'il prenne des points. Pour qu'il puisse dans l'espoir que tu sois sur le descente. Exactement. Et puis ça a bien fonctionné. Donc on a fait le tournoi de Nemours à l'époque, sud de la Seine-et-Marne, campagne incroyable. Et on hyper humide en plus à ce moment-là. Ouais, c'était une période. Et en fait, on y est allé avec Gaëtan Gladieux à l'époque de Ponthierry. Il y avait Franck Morin qui s'était greffé aussi. Et en fait, ça a été parsemé d'embûches parce que moi, j'ai joué Jean-Michel Alner qui fait 2 de poule, qui était encore 500-600. Ouais. Donc je l'ai pris en sortie de poule. Bon, ça s'est bien passé. J'avais pris le petit Moms, le petit Alexis Momessin qui était au Pôle Espoir Île-de-France à ce moment-là. Bon, ça a été, mais c'est dur. Enfin, franchement, tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur, donc tu te tends. Jusqu'à arriver à la finale où on s'est retrouvé avec Franck Morin, qui avait bien déblayé le tableau, évidemment, parce que Franck était encore 200, je crois, ou même mieux. Et on a fait la finale un peu exhibe tous les deux. On a partagé la dotation, on s'est fait une bouffe derrière. Et je me retrouve 196, je crois. Ok, donc là, ça y est, on peut se dire Mathieu de Saint-Hilaire, c'est bon, Tom, c'est bon. Et on part avec cette équipe de 4 joueurs pour la pro à la rentrée prochaine, quoi. Mais c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Et cette première année en pro, du coup, c'est une année qui est pas facile, parce que forcément, tu vas jouer des mecs plus que pas très facile, forts. Hein. Est-ce que déjà, ça change un peu ton quotidien? Tu vas plus t'entraîner? Ouais, alors le club de Ponto-Combo, alors faut savoir que faut que le dossier passe avec la DNCG. Hein. Il y a tout un bilan financier à donner. Il y a quand même un sacré truc à organiser pour que ce soit validé. Hein. Ça se fait pas bonjour sportivement. Ouais, faut bien que sûr. tout soit bien calé et carré. Et donc ouais, on se dit le club de Ponto-Combo prend la décision de dire bah tiens, Franck Morin avec sa réputation d'entraîneur. Très très bon entraîneur, du coup on va lui laisser les rênes de cette équipe de 4 joueurs là, Kevin Sorbier, Lolo Xayassan, Mathieu de Saint-Hilaire et moi-même, et du coup de s'entraîner dur très régulièrement pour essayer même de rattraper le retard, parce que toi tu arrives, je ne parle pas forcément moi, mais même les gars, on ne s'est jamais entraîné 5-6 fois par semaine, tu arrives dans un univers où tu es dans... J'ai toujours eu du mal entre si c'est pro ou semi-pro, tu vois, c'est pas facile. C'est quand même milieu on peut dire que c'est de la Ligue 2, donc c'est professionnel quand même, parce que nous on était salariés en tant que joueurs, on touchait quelque chose tous les mois, donc quelque part c'était un peu ça. Et donc pour revenir à ta question, oui, le quotidien change, parce qu'il faut s'entraîner quasiment tous les jours, quoi, avec un entraîneur. Donc moi, c'était très nouveau quand même pour moi, mine de rien, qui n'ai pas été habitué à ça. En dehors de tes 2 premières années, tu n'as pas vraiment eu d'entraîneur? Non, je savais ce que ça voulait dire parce que j'entraînais à ce moment-là. Passionné que je suis, j'ai été dans plein de structures, donc je sais ce que ça veut dire d'entraîner quelqu'un ou un groupe d'entraînement. Mais par contre, quand tu es acteur et joueur, là, comme ça n'a pas été facile. Et tu te dis quoi quand tu rentres pour ton premier match en Pro B? Quand tu repenses au moment où, je sais pas, tu as 17 ans, tu n'as pas du tout le profil pour être joueur pro à ce moment-là. Ah ouais, c'est ça. Et quelques années plus tard, tu as quel âge du coup en 2013? Là, si on est en 2014, j'ai une trentaine. Donc en plus, tu fais ça sur le tard. Ouais, c'est fou, c'est ça qui est fou, quoi. Donc c'est arrivé tard. Alors je sais qu'au début, je réalise pas vraiment
Alors je suis fier parce qu'en fait je me dis waouh, quel chemin parcouru et c'est trop bien. Et peut-être que malheureusement je me dis que ça va être probablement trop dur parce qu'en fait Kevin, Mathieu, Lolo, ils ont déjà battu plein de mecs sous les 100 ou pas loin, mais ils ont un parcours où ils se disent ouais, il y a la place. Moi je crois que j'en avais jamais battu à ce moment-là. J'ai battu peut-être un mec ou deux entre 100 et 160, mais je peux pas me dire ouais là cette année je vais. Alors après tu as toujours la question de te dire en m'entraînant plus, est-ce que ça va payer ou pas quoi. Mais ouais, magique. Puis moi, j'étais quand même entraîneur aussi au club de Ponto. Donc en fait, les gens qui venaient, tout ça, il y avait un engouement de venir voir les gars. En Seine-et-Marne, tu es dans la campagne, ça rassemble. Enfin, ça a été magique. Dur. C'est une belle aventure. Le paradoxe entre horrible et exceptionnel, quoi. Cette année-là, tu gagnes pas de match. Non. Tu fais quand même des gros matchs, notamment sur Easy One. Ouais. Tu perds 3-1. Ouais. C'est une année qui t'a touché psychologiquement, tu m'as dit. Ouais, ça m'a fait du. Alors j'ai appris. Avec du recul, hein. J'ai appris, j'ai eu de la chance, parce qu'on m'a laissé ma chance. Hein. On aurait pu dire, bah Tom, tu sais, c'est pas facile, bon, ça te dérange pas, voilà, on peut te faire jouer un match ou deux, c'est ce qui se fait maintenant. Tu fais jouer un mec de temps en temps qui est du club, c'est quand même le gars, et on m'a laissé quand même cette chance. Et maintenant, ça a été difficile parce que je pense que les 7 que j'ai gagnés, on peut les compter sur les doigts de la main quand même sur l'année en pro, match aller-retour. Ouais. Et ça a été dur parce que je me suis beaucoup entraîné. Ça a payé probablement avec les années plus tard parce que j'ai appris et j'ai grandi avec ça. Mais ça a été dur parce que j'ai pas été toujours, j'ai pas eu une attitude exemplaire, j'ai pas été très correct avec forcément avec l'entraîneur à ce moment-là. Ouais. Peut-être avec mes partenaires d'entraînement, j'étais chiant. Ce qu'on dit souvent en tant qu'entraîneur aux joueurs, aux jeunes notamment, hein, c'est les jeunes, hein, de lever la tête, d'arrêter de chouiner, de un petit peu machin. Ouais, j'étais dedans quoi. Ok. Ah, j'étais là-dedans, clairement, parce que c'était difficile, parce que j'étais pas habitué, j'ai pas grandi avec ça, donc c'était pas facile à accepter. Mais après, je regrette rien. Si, je regrette de ne pas avoir été un peu plus, pas une question d'investissement, mais un peu plus présent, tu vois, de s'arracher. Mais peut-être que le passif a fait que voilà, je n'étais pas habitué à ça. Mais c'est marrant parce que pour t'avoir vu en tournoi il y a une dizaine d'années, tu es plutôt un joueur hyper combatif qui. J'ai pas du tout cette image-là, toi. Parce que je pense que dans l'entraînement, en fait, il y a toujours le côté de travailler, de perfectionner ce que tu sais bien faire. Donc là, il y a beaucoup de. La jauge, elle est dans le vert. Là, tu es un truc que tu affectionnes, que tu fais avec beaucoup d'envie et d'abnégation. Et là, évidemment, il faut travailler les choses où tu es moins bon aussi. Ouais. C'est ce qui est normal. Et je pense que quand j'étais dans la difficulté, dans l'entraînement, j'avais vraiment du mal à me surpasser. Alors que la compétition, il y a vraiment un aspect duel où tu joues pour gagner. C'était différent. Et à l'entraînement, j'étais vraiment pénible, je pense. Et est-ce que c'est aussi ce qui a fait que du coup, tu es parti suite à. Ouais, alors du coup, le truc, c'est que ça a parfois. Ça a mis un climat un peu particulier. Une fois de plus, je n'ai pas été correct, hein, je le reconnais. Donc ça a créé pas mal de distance avec certains du club à ce moment-là. Et il a fallu que je parte parce que je ne me sentais plus à ma place. Pas que j'arrivais à la fin d'un cycle, parce que en fait, ce qu'on oublie, c'est que j'entraînais et que ça se passait très très bien. Avec Laurent Xalessan, on entraînait tous les deux. C'était vraiment génial. Enfin, j'avais une génération top. Mais c'était le moment de partir. Donc je suis parti à ce moment-là au club de Chelles. Donc à une vingtaine de minutes de Ponto Combo, dans le nord de la Seine-et-Marne, en tant qu'entraîneur-joueur, une fois de plus, là-bas, à ce moment-là. Et à ce moment-là, du coup, j'imagine que tu vas passer en N2, c'est ça? Ouais, on était en N2 avec des briscards à l'époque. Tu t'entraînes un peu moins peut-être, étant donné que. C'est même là, je pense, où ça a été très galère pour moi dans l'envie de m'entraîner. Honnêtement, je jouais avec mes acquis. C'est pour ça que je me dis quand même, avec du recul, que j'arrivais à avoir un niveau de jeu correct. Je devais être 250 à ce moment-là. Et je pense que je jouais à bon 300 parce que, mine de rien, ce que j'ai appris l'année passée, bah, ça m'a beaucoup servi, quoi. Donc, je ne jouais pas beaucoup. Je m'entraînais pas beaucoup, parce que l'envie n'était plus là. Plaisir, mais avec mes acquis, je m'en sortais toujours. Tu sais, on parle toujours de qualité qui te permettent de t'en sortir. Bah, c'était exactement ça. Et c'est marrant parce que du coup, à cette période-là, donc on est à peu près en 2016, quand tu es à Shell et que tu n'as plus trop envie de jouer au ping, tu essayes de nouveaux sports. J'ai retrouvé un article de tennis. C'est la belle histoire de la deuxième journée du championnat de France, 4e série. Alors qu'il faut en général 5 ou 6 ans à un bon joueur amateur de tennis pour perfer à 15-2. Le Seine-et-Marnais, lui, a mis quelques mois. Bon, après, je pourrais mettre l'article dans la description. Ouais. Et est-ce que ça t'a fait du bien aussi de changer de sport ou tu en as toujours fait à côté Alors, en fait, c'est une discussion que j'ai eu avec Chris Legout,
En fait, je relançais à l'INSEP pendant ces années-là l'équipe de France filles. Enfin, je venais relancer de temps en temps. Et en fait, Chris Legout et Patrick Sheila, qui eux se sont mis au tennis aussi, me disaient franchement, Thomas, essaye, tu vas voir un jour, mets-toi au tennis. Tu vas voir, en fait, les pongistes, c'est insupportable pour des joueurs de tennis de jouer des pongistes parce que ça court partout, ça remet les balles, il y a la vision du jeu. C'est pas beau techniquement, mais tu vas voir, tu peux gagner et faire les championnats de France par série. Donc je me dis, feu, allez, c'est parti. Donc j'ai charbonné parce que plus tu pars de bas et en fait, faut aller faire plein de matchs de classement, machin et compagnie. Et je me retrouve à faire une 40aine de matchs. Et d'ailleurs, Chris Legault était venu à Croissy-Beaubourg, c'est le siège où il y a la Ligue Île-de-France de tennis à l'époque. Et je me retrouve qualifié pour les championnats de France par série, du coup. Donc j'étais 40 à l'époque et j'étais placé 31. Et je me retrouve au championnat de France. Alors le dégoûté parce que ça devait être à Roland-Garros, les championnats de France. Et c'était en travaux à ce moment-là. Donc on a fait ça à Blois, mais sur terre battue. Et me voilà à faire les championnats de France. Et en fait, ce qui était fou, c'est que tu faisais un match. Si tu gagnais, tu continuais. Si tu perdais, tu rentres. Et moi, je me suis dit, je vais aller au championnat de France, ça va être trop compliqué. Et en fait, je me suis vu appeler l'hôtel tous les jours en me disant, je reste. Et ce qui est beau, c'est que tu sais que la Ligue Île-de-France de tennis, ils te prennent en charge tout tes... Moi, je ne les connaissais pas du tout. Ils te prennent tout en charge. Incroyable. Incroyable. Alors, on ne se connaît pas, mais ils prenaient en charge tous les frais liés à ces championnats de France. Donc, je me retrouve à battre un 15-2, à me retrouver en demi. Je crois que je perds en demi à ce moment-là. Et je me retrouve à passer 15-3 sur la première année pour ceux qui connaissent les classements au tennis, quoi. Et tu continues actuellement encore? J'ai joué, non, j'ai plus jamais rejoué. J'ai plus jamais rejoué. Je me suis dit, allez, je vais brasser un peu une année, je vais en faire chier quelques-uns. Ce qui s'est passé, moi, tu sais, une fois, j'ai vraiment fait. Moi, je suis pas un bagarreur, mais en fait, le truc, c'est quand tu joues les qualifs, tu vas dans le club du joueur que tu joues, pas d'arbitre. Tu fais ton match de qualif, et en fait, évidemment, ouais, touche ta ligne. Non, si, ouais, mais non. Et en fait, moi, vu que j'avais un jeu de crabe, tu mets des ballots, tu ramènes, tu cours partout, et il y en a, en fait, ils pétaient les câbles. Ah, mais c'est horrible. Mais je peux comprendre, c'est comme si nous, au ping, tu joues un mec, il est debout, il te fait ça, ou il te joue en ballot, tu donnes tout, mais tu t'en sors pas. Et là, tu te dis, hyper frustrant. C'est quoi ce mec? C'est ça qui est dur, sport de duel. Sport de duel. Mais tu as toujours fait beaucoup de sport. J'adore le sport. J'ai eu un papa très sportif, donc j'ai baigné là-dedans. Mais en compète par contre quand même. C'est l'aspect compétition qui te... S'il n'y a pas de compète, je vais avoir du mal à me préparer pour une échéance particulière. Je pense qu'il faut qu'il y ait de la compète quand même. Même tu cours aussi. Tu as des temps qui sont assez monstrueux. 34 minutes sur 10 km. Tu fais du semi et j'ai essayé de tout faire en fait. 1500, du 5000, enfin du 5 km, parce qu'en fait quand tu dis 5000 c'est sur piste et 5 km c'est sur route. D'accord. Donc j'ai fait du 5000 et du 5 km, du 10 bornes, semi, du marathon, de l'ultra trail. J'ai fait une course du Grand Raid à La Réunion l'année dernière, un fou. Et là je suis en train de me dire j'ai envie de faire la diagonale des fous l'année prochaine. Tu vois, faut être vraiment cinglé quoi. En fait, tu avances tout le temps par challenge. Peut-être qu'en vieillissant, tu dis, la vie, c'est précieux quand même. Enfin, franchement, et je me rappelle les fameuses phrases, c'est de nos parents ou des grands-parents. Ouais, profite de ta vie, tu vas voir, ça passe vite. Et toi, quand tu es jeune, tu dis, ouais, c'est bon, le team sort. Et en fait, c'est tellement vrai. Donc, j'en profite à fond. Puis 2022, donc tu as fait quelques années à Shell. Tu as un nouveau challenge, on peut dire ça comme ça. Tu as rejoint le club de Doma. Oui. C'est quoi le projet avec ce club? Alors Doma, je faisais déjà des stages un peu l'été sur les périodes de vacances scolaires à l'époque où j'étais à Shell, parce qu'on s'est connus en UFOLEP, tu vois, c'est l'humain qui a parlé et en fait le président Yannick Lannes, qui est encore le président aujourd'hui, m'avait dit tiens, est-ce que tu pourrais venir de temps en temps, si tu as du temps, de faire un petit stage ou deux pour que les joueurs ils voient un petit peu quelque chose de différent, pas forcément mieux mais différent. Et je dis ok. Donc on avait tissé des liens depuis toutes ces années, mais en fait l'élément déclencheur c'est ma femme quoi, c'est que en fait j'ai rencontré ma femme, la mère de mes enfants, qui était déjà dans la campagne. D'accord. Et en fait, moi, j'habitais à Champs-sur-Marne à l'époque. Elle habitait près de Montereau, à Varennes-sur-Seine précisément. Et puis en fait, ça a tout de suite bien marché. Et en fait, je me voyais pas. Enfin, les allers-retours, c'était trop compliqué. Et il fallait bien qu'il y en ait un qui bouge. C'est moi qui ai bougé. D'accord, parce que Shell, ça faisait trop loin après. 1h15 à chaque fois, donc ça faisait beaucoup. C'était trop complexe avec des projets, donc il fallait vraiment prendre des décisions. Donc on a décidé d'emménager ensemble. Et le truc, c'est qu'en fait, ça a été l'année du Covid, donc truc horrible, parce qu'en fait, j'ai jamais pu partir de Shell, je vais pas dire correctement, mais se dire voilà, on finit la phase, merci pour tout et on part. C'est qu'en fait, février 2020, Covid. Et puis en fait, c'est l'année où moi j'allais partir l'année d'après, mais j'ai jamais retourné. Ok, t'es jamais retourné. On s'est déjà revu après, bien sûr. Mais donc du coup, ça s'est fait, c'était un peu bizarre quoi. Donc me voilà après à proposer au club de Doma, je vais emménager près de chez vous. Est-ce que vous voyez peut-être avoir un salarié? Moi je suis entraîneur, jouer aussi.
Donc ils ont eu un peu peur au début parce que c'était un peu bizarre pour eux, hein. Ils n'ont jamais eu un salarié, donc il y a eu aussi un peu de retrait, d'appréhension. Et puis aujourd'hui, je suis donc entraîneur-joueur au club de Domassens, mais dans d'autres clubs entraîneur aussi pour pouvoir en vivre. Là, actuellement, vous êtes en N3. Ouais. L'objectif, là, même sur les quelques années à venir. C'est toujours pareil, on ne prend pas trop de risques, on se dit maintien. Ok. Ouais. Les fameux objectifs. Bon, c'est le cas déjà là. Mais ouais, c'est le cas. Et franchement, il faut avoir de l'ambition, mais la N2 serait trop difficile. Et en fait, il faut se dire que c'est un budget parce que souvent tu vas plus loin aussi. Souvent, tu vois, la N2, on commence à aller un peu à droite à gauche. C'est un budget et je pense pas que le club puisse se permettre d'aller en N2. Je dis pas que pour perdre tous les matchs, mais en gardant la même équipe, le même effectif. Donc la N3 est notre place. Rester un national, c'est une part aussi de garder en vie vraiment le club, quoi. Ok. Parce qu'il y a des subventions qui viennent grâce à la nationale. En 2024, tu as commencé à faire des vidéos. Ouais. Tu t'es devenu youtubeur. Oh là là, ça fait bizarre d'entendre ça. Tu as commencé avec Mathias Ping, ouais. donc, qui fait des vidéos. Tu t'es remarqué en faisant des vlogs de qualité. Comment ça t'est venu cette idée? Un jour, tu t'es dit, vas-y, je vais faire des vlogs? Ouais, bah en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'allais avoir 40 ans. Donc comme quoi, en fait, plus on vieillit et on devient un peu, on a des défis où on a envie de se mettre des challenges. Et en fait, je vois sur le site de la Fédé à l'époque qu'il y a les championnats du monde vétérans qui vont arriver à Rome. Alors, il faut savoir que les championnats du monde devaient être organisés à Bordeaux l'année du Covid. Et ça a été du coup annulé. Donc là, plus de Bordeaux, voilà. Donc là, 2024, championnat du monde à Rome, et ils prennent l'année de naissance. C'est-à-dire que moi, à l'époque où je vois l'info, c'est janvier ou février, j'ai pas encore 40 ans. Mais là, on dit ils prennent l'année de naissance. Oh, je dis, oh là là, Thomas, championnat du monde, quoi. Non, mais truc de barge, peu importe. Après, chacun considère vétéran, machin. Oui. Je me dis, ouais, championnat du monde, mais faut que je fasse ça, quoi. Donc, j'en parle à ma femme qui me dit, mais carrément, vas-y. Et là, je me dis, est-ce que ça peut valoir le coup de faire des petites vidéos pour parler un peu des objectifs, de comment ça se passe, comment on se prépare et de voir un peu comment on va jusqu'au championnat du monde. Et donc Mathias Prognon, que je salue d'ailleurs et que je remercie du fond du cœur, me dit tiens, on peut faire ça tous les deux. Donc on s'est organisés tous les deux et là c'est parti. Été août 2024, la première vidéo à Vulaines-sur-Seine pour la petite histoire. C'est celle sur le stade. Je suis en train de ratisser, c'est à rappelle. Vulaines-sur-Seine, à 20 mètres de la salle où j'ai commencé le ping, pour la petite histoire. Et là, ça y est, c'est parti. Début de la chaîne, même si j'ai un peu de mal avec tout ça, parce que j'ai pas l'impression d'être un youtubeur ou influenceur, peu importe, mais juste de kiffer, de faire des petites vidéos de ping, quoi, tout simplement. Tu me disais aussi en off que tu regardais des vidéos de tennis. Ouais. Jules Marie qui t'a inspiré. Exactement, Jules Marie, un tennisman qui avait pris sa retraite un petit peu sportive assez tôt et qui avait dit tiens, je relance ma chaîne en disant je reprends le circuit un petit peu international pour participer au tournoi du Grand Chelem. C'était et ce qu'il a réussi à bien faire, participer au qualif, au tournoi du Grand Chelem. Donc je regardais beaucoup et je trouvais ça sympa. Je dis pas que j'ai voulu ou que je veux faire pareil parce que c'est différent finalement, mais il y avait un côté, je trouvais que ça avait de la gueule de filmer un peu son parcours et de voir un peu en inside comment ça pouvait se passer en compète ou hors compète, quoi. Ouais. Ça te permet d'avoir des souvenirs aussi. C'est ça, c'est que quelque part tu l'archives ça. Donc en fait à 60 piges, 70 piges ou quand tes enfants ils grandissent, tu peux retomber dessus. Donc je trouve que ça laisse une petite marque et finalement c'est ce qu'il faut faire, quoi. Il se passe tellement de choses dans notre vie que là on peut l'immortaliser avec ça. Donc si on peut se le permettre, faut le faire. Ces vidéos que tu commences à faire, du coup, tu les produis. Est-ce que Mathias, tu le payes, ça te coûte? Alors Mathias, c'est dur de le dire que je le paye tellement je lui ai peu donné par rapport à ce qu'il a pu lui par contre m'apporter. Oui, je le payais, mais c'est vraiment anecdotique. Honnêtement, et là, il était là aussi pour vivre l'aventure, peut-être essayer de développer lui un petit quelque chose pour lui. Vous voyez vraiment un avantage par rapport à ça. Mais à la base, c'est rémunéré. Donc après, Mathias est parti prendre sa petite année sabbatique en Corée du Sud. Donc là, il est encore en Corée là-bas. Et donc là, il a fallu se dire bon, je continue ou pas, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est son métier? Alors, il a été dans l'informatique. Tout ce qui est montage de sites, il était un peu là-dedans, mais c'est plus lui qui s'est formé à acheter du matos, à s'essayer, prendre des photos, et au fur et à mesure, il a fait des petits spots parfois sur des tournois où il faisait les vidéos de Sukia,
Donc Adrien Cousseau. Ah, ok, d'accord. Donc c'est lui qui a fait les premiers vlogs, c'est lui. Ah, Après, pareil, il est parti, donc il a fallu qu'Adrien trouve aussi quelqu'un qui puisse le faire. Mais à la base, c'était Mathias qui s'occupait d'Adrien aussi. Ok, parce que j'ai vu qu'il avait fait des vidéos aussi en Corée. Voilà, donc maintenant, il essaye de se faire. Je pense que là, il pense, et c'est légitime, il pense un peu plus à lui. Ouais, tu vois, ok. d'essayer de développer un peu son activité, de faire plein de choses. Et puis, de peut-être revenir avec plein de nouvelles idées, de avoir un portfolio aussi plus conséquent quand il va revenir en France pour peut-être en vivre. Alors, suite à son départ, tu as commencé à travailler avec Quentin Hébert. Yes, tout à fait. Comment ça s'est fait? Alors en fait, quand Mathias est parti, parce que je me suis dit, est-ce que je continue ou pas, en sachant que ça allait être un budget totalement différent de ce que j'avais avec Mathias. Donc du coup, je ne savais pas trop. Et en fait, au fur et à mesure du temps, certaines personnes du coup me disaient, mais du coup, les vidéos, tu continues, du coup, tu vas en refaire une bientôt. Et là, je me suis dit, bon, on dirait que les gens se sont peut-être attachés un peu au personnage, ou en tout cas la façon de filmer, tu vois, la qualité de la vidéo. Et là, je me suis dit, ouais, bon, allez, je vais lancer une pierre comme ça et on va voir un petit peu s'il y a moyen de trouver quelqu'un. Donc, j'ai eu pas mal de contacts avec des prix, je vais pas dire exorbitants parce qu'apparemment, c'est le prix, Ouais. 1000, 1500, 2000. Alors, Ouais. moi, j'y connais rien, mais apparemment, c'est les tarifs qui existent, montage, machin, bon, bref. Et là, en fait, un joueur que j'ai entraîné à l'époque, à Coulommiers, un jeune, me dit tiens, je connais quelqu'un, je vais vous mettre en relation. Donc Thibaut Louchard m'a mis en relation avec donc Quentin Hébert. Okay. Et donc Quentin a regardé un peu la chaîne de base pour voir si ça pouvait aussi lui l'intéresser, parce que j'ai le sentiment que quand on filme, il faut aussi que ce soit sympa à faire, quoi. Pas le truc calvaire, ouais, bon, je vais lui faire, je prends mon. Hein. Donc il a trouvé ça sympa, il a trouvé que j'avais pas une bonne gueule, mais j'étais plutôt sympa comme mec, on va dire ça, parce qu'on se connaît pas du tout. Et lui, il n'avait pas du tout fait de sport, donc de vidéos dans le milieu du sport, donc c'était nouveau. Et il s'est dit tiens, t'es un mec sympa, ça a l'air plutôt cool, l'aventure peut être sympa à vivre, et en plus, moi, ça peut peut-être me permettre de me diversifier. Donc là, on s'est mis d'accord, pareil, sur un tarif que je ne vais pas citer parce que… Mais donc, c'est un vrai investissement pour toi. Ah, par contre, voilà, faut que je mette de l'argent de côté, il faut que je me dise, tiens, un peu là, un petit peu là, et je peux avoir… parce que l'idée, c'est de faire une vidéo tous les mois. Donc, mine de rien, ça représente, hein, mine de rien. Donc, faut s'organiser. Ça marche. Donc, tu as la partie vidéo sur YouTube, et à peu près au même moment, on a commencé à te voir sur RMC Sport. Comment tu as eu cette opportunité-là? J'en souris parce que c'était tellement magique, franchement, cette période est exceptionnelle. Alors en fait, j'avais posé candidature pour faire partie de l'équipe d'entraîneurs de ping-pong, Ping-Pong Paris, hein, dans le 13e, fondé par Antoine Achard, Quentin Pradel et d'autres, Quentin Robineau, etc. Et j'avais postulé pour faire partie de l'équipe d'entraîneurs pour donner des cours, de bosser avec eux. Et il y a eu la fameuse soirée d'inauguration. Et donc, du coup, il y avait plein de personnalités du ping, comme on dit, ou pas, mais il y en avait beaucoup. Et à ce moment-là, je papote avec Chris Legout, que je connais très, très bien, et Lému, le fameux Lému qui était dans le lot de la discussion. Et puis, en fait, avec Lému, franchement, on était en train de manger 2-3 sushis, bouche pleine, en train de parler de ping et d'autres. Et là, il me dit, tiens, ça t'intéresserait de venir essayer de commenter sur une compète? Je dis, ouais. Pourquoi pas, ça serait sympa. Ça ne s'est pas fait tout de suite parce que je n'ai pas pu y aller, parce que tout de suite, compète asiatique, faut se lever à 1h du match. J'ai fait, là, c'est chaud. Et puis la deuxième, je crois que c'était le China Smash à ce moment-là. Et feu patate. Et puis, en fait, je ne vais pas dire que ça a bien accroché parce que ce n'est pas le terme. Avec les mus, ça a accroché. Mais après, il fallait aussi avoir, je pense, c'est pas évident hein, de commenter au début. Franchement, c'est pas facile de trouver la jauge entre commenter. Il y a le fameux chat Twitch, donc d'avoir de l'interaction et de pouvoir répondre aux néophytes ou pas, mais de pouvoir aussi trouver cette bonne jauge. Et puis, ça a duré 1 an et demi là, jusqu'à fin décembre. Surtout que commenter, tu vas commenter, mais par rapport à ta vision du ping à toi. C'est exactement ce qui n'est pas évident. Tout le monde n'a pas la même vision. Et ouais, pas la même vision, tu dis peut-être n'importe quoi, ou en tout cas pas quelque chose qui semble peut-être vrai et juste auprès des téléspectateurs. Donc après ouais, c'est une vision de joueur ou d'entraîneur. Tu essayes peut-être parfois d'avoir quelque chose de neutre. Lors de les encouragements quand un Français joue, non. Mais par contre, ouais, c'était toujours trouver le bon ton et c'était pas facile. Et tu préparais les… Alors par contre, ouais, moi j'avais un bouquin comme ça. Un bouquin de prise de notes. Hein. D'accord. Que j'arrivais, j'essayais de préparer vraiment les diverses confrontations parce qu'en fait, il faut se préparer. Hein. En fait, tu as tellement de choses à dire. Pas forcément l'aspect technique-tactique, mais les confrontations directes, le palmarès, le stade de la compète. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à préparer. Donc, j'arrivais toujours préparé pour être au top, quoi, tout simplement. Ok. Et donc, dans le même temps, parce que tu cumules pas mal de choses. Le mec, il ne s'arrête pas, quoi. Du coup, tu fais tes premiers championnats du monde à Rome. Ouais. L'expérience…
Vétéran, c'est pas ce que j'ai dit? Non, t'es championnat du monde, parce qu'on va voir. Championnat du monde, vétéran, le mec, mais vétéran. Il faut préciser. Ouais, c'est important. Elle était comment cette expérience? Elle était exceptionnelle parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé à garder ce souvenir-là, peut-être d'un des plus forts de ma vie de plongée. C'est fou, quoi. Parce que je ne savais pas du tout où j'allais. Les joueurs, je ne les connais pas. Alors moi, oui, dès que la poule elle est sortie, YouTube, vidéo, c'est qui joue comment. Mais en fait, vu que je ne connaissais pas leur classement, je ne savais pas. Je pense que j'ai joué 2 mecs en poule. J'ai joué un 9 et un 12. D'accord. Il y a un joueur que je connaissais en Italie qui jouait 15-16. Mais du coup, quand tu arrives là-bas, tu ne sais pas où tu vas, quoi. Donc j'ai perdu João Monteiro, le Portugais, qui aura gagné d'ailleurs les championnats du monde, qui aura gagné la compète. Et en double messieurs, on fait vice-champion du monde avec mon partenaire Victor Chigang, un Anglais. Ouais, qui a joué avec toi sur un match par équipe. Voilà, exactement. On a battu João Monteiro d'ailleurs en double messieurs dans le parcours qu'on a eu. Ok. Et en perdant sur Lucian Filimon et Julien Pietro, qu'on connaît bien en France, puisqu'ils jouent à l'heure actuelle à Thiers, et ils ont un parcours qu'on connaît bien. Donc voilà, vice-champion du monde en double messieurs sur la première édition pour moi. Donc, enfin, fou quoi. J'imagine que ça t'a donné encore plus envie de t'investir dans ce projet-là. Franchement, alors j'aime pas dire le mot carrière parce que j'ai pas le sentiment d'avoir une carrière. Une carrière, c'est quelqu'un qui a été très fort, il a une carrière, machin. Mais en tout cas, une renaissance en tant que joueur plongiste. Okay. En fait, je me suis revu quand j'avais 15, 16, 18 ans, je sais pas, un gamin. Okay. J'avais envie de m'y remettre, de me préparer, de trouver des compètes, donc refaire des tournois. Ouais. Alors reprendre les indives, non. Mais en tout cas, faire des tournois, se préparer et de se dire, voilà, j'ai telle compète qui arrive, je vais me préparer pour ça. Mais ça, j'avais tout perdu. Mais depuis que je suis arrivé à la quarantaine, là, putain, franchement, la renaissance, c'est fou. Comme quoi, il suffit vraiment d'avoir le petit truc ou la compète peut-être qui peut t'aider et ça repart. C'est hallucinant. En 2025, il y a eu les championnats d'Europe. Donc c'est une année sur deux, c'est ça? C'est les championnats du monde, championnats d'Europe. Tout à fait. Ça s'est bien passé pour toi? Ouais. Tu peux nous en parler? Ouais, championnat d'Europe du coup en Serbie, à Novi Sad. Donc là pareil, alors pas double mix sur les championnats d'Europe, donc engagé en double messieurs et en simple messieurs pardon, et 2 médailles d'argent du coup, donc pareil, trop bien. Là je les connaissais un peu les gars, commençaient à avoir des noms qui me parlaient, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Et en fait, double messieurs, rebelote vice-champion d'Europe avec Victor contre Lucian Filimon et Julien Pietro. Bon, par contre, on a pris 3 x 5, donc là on s'est fait ouvrir comme on dit dans le jargon. Ouais. Et en simple messieurs, je me suis fait ouvrir aussi, mais qu'en finale. Donc j'ai battu un mec qui a été numéro 1 italien, qui a joué Malong à l'époque, donc Stefano Tomasi, donc à la BL. Et j'ai battu le frère de Daniel Abson, l'Autrichien qui a joué à Mühlhausen et qui joue encore en Bundesliga. Donc Mathias, qui est coach d'une équipe en MLTT, donc aux États-Unis, dans l'équipe de Mathieu de Saint-Hilaire, qui joue encore aux États-Unis, où je gagne à la BL aussi, pour venir prendre 3-0 sur Grégory Vlasov, un Russe, qui a fait partie de la génération, pour ceux qui connaissent, Skashkov, Shibaev, des joueurs qui ont été top 30, top 40. Puis ils ont après stoppé parce que les Russes n'avaient plus le droit de jouer un peu les compétitions internationales, mais des joueurs qui jouent probablement encore top 100, quoi. Donc pareil, pas de regret parce que trop fort, et ça fait partie de la compète en fait. C'est pas je joue mal, machin, c'est que le mec il est trop fort. J'ai pas forcément fait un mauvais match, mais il est plus fort. Donc 2 médailles d'argent, donc c'est déjà très beau. Hein. Ouais, c'est pareil. Je m'y attends tellement pas. J'y vais pour ça, mais je me dis pas que ça va arriver. C'est bizarre, hein. Mais magique. Il y a un peu aussi une espèce de facteur que tu peux pas trop contrôler, parce que les joueurs tu les connais pas. Ouais. Là, tu vas avoir les championnats du monde en Corée. Ouais. J'imagine que tu peux jouer un mec qui peut très bien jouer 200. Terre asiatique, quoi. Donc là, terre asiatique, en fait, on connaît tous. On dit toujours, les joueurs chinois, des fois, il y a plein de joueurs qu'on ne connaît pas. Ça joue top 100 mondial, on ne les connaît pas. Donc là, est-ce qu'il va y avoir des Asiates qui vont surgir de nulle part? Je t'avoue que je regarde 2 fois par semaine la liste des inscrits, tellement je suis un fou. Mais parce que voilà, je kiffe. Hein. Donc en fait, il y a même des joueurs, j'ai déjà regardé des vidéos pour voir un peu à quoi m'attendre. Donc un malade. Un passionné. Ouais. Un passionné qui a envie d'arriver là-bas prêt. En fait, j'aurais juste envie d'être prêt. Après, tu arrives prêt, ça ne marche pas, tu as tout fait pour. Maintenant, je ne veux pas avoir de regrets sur le fait d'arriver prêt en amont, d'avoir fait les choses pour être vraiment au taquet. Et tu vas documenter ces championnats du monde? Après, ça va dépendre de notre fameux Mathias qui est encore en Corée. Ouais. Donc, il est en train de m'appâter un peu. Il me dit, je pense que… Parce que lui, il est censé rentrer vers mai-juin. D'accord. Et il m'a dit, je pense que je vais tirer pour rester. Et s'il reste… Il y a des chances qu'il nous fasse une masterclass en mode reportage. Donc j'y vais avec Victor Chigang une fois de plus pour aller faire quelque chose. Et puis une Polonaise que j'ai rencontrée, super sympa, qui est souvent médaillée en simple pour faire les mixtes. Donc là, 3 tableaux. Puis si on devait parler d'objectifs, tu y vas pour 3 médailles maintenant. Tu y vas pas en te disant je vais essayer de sortir de poule. Autant avoir des ambitions et d'essayer d'aller
au maximum de tes ambitions, quoi. Pour finir, parce que là, le stage va bientôt reprendre, C'est clair. c'est quoi tes objectifs à court terme? À court terme, alors le truc, c'est que le court terme va se mélanger avec le moyen long terme. Entretenir ma passion le plus longtemps possible. Voilà. Et en termes d'objectifs sportifs, si je vais en donner un comme ça, j'aimerais être numéroté, je veux dire court terme parce que pour moi 10 ans finalement c'est pas grand chose, d'être numéroté à 50 ans. C'est un J'aimerais bel bien. objectif. Ouais, c'est pas Ça- facile, hein. ouais. Ça devient dur. Hein. Les Atteignable. jeunes du Chesnay, je peux te dire qu'ils donnent du fil à retordre. Non, je te posais cette question parce que je ne sais pas si ça sera officiel ou pas quand la vidéo va sortir, mais par rapport au feeder Ouais, de Lille, tu es censé jouer. ouais. Bah, Est-ce que c'est quelque chose que tu peux annoncer ou... Ouais, bien sûr, bah, c'est officiel, donc là on peut en parler. Donc j'ai été pris pour faire les qualifs en double messieurs et en double mixte. Donc en double messieurs avec Théo Meiti, c'est un mec qui est 110-120 parce qu'il joue au Havre. D'accord. Il joue au Havre, donc c'est un joueur classé en français 110-120 en double messieurs. Et avec Jeanne Robe, une défenseuse de Saint-Pierrez, une jeune défenseuse qui doit être 80-90 française pour ceux à qui le classement peut parler. Et je suis en waiting list des simples pour rentrer dans les qualifs. Hein. Ok. Donc feeder sûr et certain, j'y vais. Région Nord-Pas-de-Calais, franchement, je l'ai dit et je leur dis, une région de fous. Ouais. Parce qu'ils adorent le ping, ça va mettre une ambiance de malade. Donc fier d'y être. Franchement, une fois de plus, je le vois comme une chance. Parce qu'avec le parcours, je me dis, waouh, Tom, t'auras pu faire. Alors, il y en a pour qui vont dire à l'autre, il est en feeder. Qualif de feeder, ça y est, il s'emballe. Mais trop bien, magique. Enfin, avec le parcours que j'ai eu, je suis fier de pouvoir me dire dans ma vie. Et je crois, alors j'en suis pas sûr, peut-être que je suis le premier vétéran français à participer à une compète sur le circuit WTT. Je pense que vétéran français, peut-être que je suis le premier. Mais d'ailleurs, comment tu as fait pour... En fait, tu t'inscris, j'ai rempli un formulaire pour participer au Portugal et en Pologne l'année dernière. On D'accord. m'avait dit non, parce que pas de profil jeune, pas de carrière internationale. Ouais. Et là, la Fédé a aussi envie que ce soit une fête du ping en France, donc Ok. avec les 2 feeders qui auront lieu à Lille et à Hennebont en mai prochain, plus le Champions de Montpellier en octobre-novembre. Et là, en fait, on m'a rappelé pour me dire que si je voulais, cette fois-ci, je pouvais m'inscrire. Donc, je me suis inscrit. On m'a pris dans les inscriptions, mais D'accord. maintenant, par rapport au ranking, tu es tout en bas. Ouais, bah, Donc forcément. en fait maintenant tu te dis bah, tu passes en qualif, faut espérer des repêchages. Je crois que j'étais 9e sur la waiting list à ce moment-là et là je suis passé 7. D'accord. Donc step by step. Je dis pas que j'espère que les joueurs vont se blesser, Ouais. mais je me dis bon why not. Mais quoi qu'il arrive j'y vais. Voilà. Parce Ok. que c'est ça qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé d'être qualifié en simple pour faire les doubles. Ouais. Comme Esteban Dor et Flo Borasso, ils ont déjà fait des compètes en double, mais ils n'étaient pas pris Ils en étaient simple, pas mais en ils simple, allaient ouais. pour aller Ouais. défendre leur ranking mondial, etc. Donc feeder de Lille, quoi qu'il arrive, j'y vais. À moins que Ok. je sois blessé, mais Bah, écoute, on Ça croise va les le doigts pour toi Ouais, pour merci. le tableau simple. ouais, c'est gentil. Et dernière petite question avant de Je la terminer. connais, je la connais. Ah bon Alors, Qui tu aimerais voir assis à cette place pour la prochaine? Exactement. Oh là là, injouable. alors, Stéphane nous avait dit Antoine Achard. Ouais. On l'a contacté. Il faut qu'on trouve une date pour essayer de caler l'interview. Toi, t'aimerais voir qui? Christophe Legout. Christophe Legout? Ouais. Christophe Legout parce qu'on s'abreuve de ses paroles, beaucoup d'expérience, un mec en or quand on le connaît humainement. Donc je pense qu'il peut nous en apprendre beaucoup et ça serait intéressant d'en Ok. savoir un peu plus sur lui. Ok, t'as son numéro? Ouais. Ok. Bon bah merci. Merci beaucoup. Merci à toi.